Bonjour, c'est l'épisode 14 donc de cette émission Fait Croquer. Je rappelle l'objectif de cette émission. Nous allons rencontrer celles et ceux qui questionnent le cinéma sur Internet. Cela peut être des revues en ligne ou des youtubeurs. Aujourd'hui, nous rencontrons Val Wu, Artworks. Juste une petite chose. Vous allez voir l'entretien, vous allez voir exactement comment cela s'est passé, sa subjectivité, son rapport au cinéma, etc., etc. Passionnant. Il y a un souci. Le souci est d'ordre technique. Et je m'en excuse. Nous avons un problème au niveau du son entre ma partie et celle de Valvou. Celle de Valvou n'est pas cramée, la mienne est cramée. Donc il a fallu que je fasse quelques modifications. J'ai essayé de rectifier le tir, comme on dit. Ça reste audible, c'est-à-dire qu'on entend mes questions, on entend parfaitement bien les réponses de Valvou. Il y a un petit fond d'ambiance, comme si on avait l'impression d'être dans la rue, donc ça peut donner un peu plus de réel. Très sérieusement, je présente mes excuses à toutes les auditrices et auditeurs, et bien sûr, bien évidemment, à mes collègues de Querelle pour ce souci technique qui ne se reproduira plus. Il était primordial que je vous le dise, mais ça reste quand même une rencontre extrêmement enrichissante et pour Valvou, mais surtout pour moi. Donc, épisode 14, Valvou Artworks, fait croquer, c'est parti. Le rapport à la subjectivité tel que je peux le mettre et dans mes critiques et dans ma vie de tous les jours, il est très simple, c'est-à-dire que faut partir du principe que le cinéma, les séries télé, la musique, l'art en général, c'est ce qui m'a fait grandir. C'est tout bête, mais quand j'étais gosse, j'ai grandi avec des parents qui m'ont énormément donné musicalement, artistiquement, cinématographiquement. Et étant donné que j'avais pas forcément, j'ai eu une enfance alors, très heureuse hein, vis-à-vis de mes parents, etc. Il n'y a pas de souci. Mais à l'extérieur, j'étais effectivement un petit peu en marge du reste et forcément je me forgeais un caractère et je me forgeais une personnalité par rapport à ce que je voyais dans les films, les séries, etc. Preuve en est, ne serait-ce que pour une série toute bête, mais vraiment toute bête sur Nip Tuck et Lost, par exemple, le personnage de Sawyer et Christian Troy, j'en ai beaucoup parlé. C'est pour moi les deux personnes que j'ai jamais rencontrées, qui sont des personnages fictifs, qui me ressemblent le plus. Et où à un moment je me suis dit, merde, tu viens de te découvrir en fait. Genre tu as compris une partie de ta personnalité par un personnage fictif. Ce moment-là a été le déclic où je me suis dit, putain, c'est marrant, mais en fait, ça y est, tu commences à comprendre que le cinéma, les séries, etc., t'ont vraiment forgé et t'ont vraiment instruit beaucoup plus que ce que tu aurais pu avoir dans la vie réelle, entre guillemets, évidemment réelle, hein, ou dans la vie active. Donc, le rapport à ma subjectivité, ce qui fait que je suis effectivement très subjectif. J'essaye de ne pas oublier l'analyse un peu plus technique depuis quelques temps sur YouTube, mais c'est vrai que dans mes vidéos, beaucoup de gens en général me disent toi, c'est bien parce qu'on sent l'émotion, on sent la passion, l'affect, etc. T'as pas peur de te livrer. Moi-même, je suis le premier à te le dire, des fois, j'ai peur que ce soit trop. Je me dis, est-ce que YouTube, c'est une plateforme pour ça? J'en sais rien. Mais quand je fais une vidéo, par exemple, sur Jurassic Park, la dernière qui est sortie, oui, je suis obligé de parler de la relation que j'avais avec mes parents parce que sans eux, je ne serais rien aujourd'hui, artistiquement et entre guillemets dans le monde du cinéma. Parce que mon père, depuis que je suis gosse, c'est lui qui m'a fait, comment dire, qui m'a façonné sur des tas de registres. Aujourd'hui, je suis un grand fan de l'univers de fantastique et de science-fiction, par exemple. Ça tient à lui. Découvrir des films beaucoup plus intimistes d'auteurs, m'intéresser au cinéma français, ça, c'est ma mère. Et c'est vrai que cette subjectivité-là, je suis obligé de la rendre tout simplement parce que c'est le but de ma chaîne YouTube. Hein. J'ai aucun autre but que ça. Je veux rendre au cinéma et aux séries ce que les cinémas, les séries, la musique, etc., l'art en général m'a donné pendant 27 ans. Donc c'est le seul objectif que j'ai. Je ne suis pas dans les stats ni dans le calcul, etc. Le seul but, c'est de me dire, le jour où j'arrêterai YouTube, j'aurai parlé de tout ce qui m'a fait grandir et de tout ce qui a fait techniquement que je suis moi. Alors c'est fait sans prétention, j'essaie de le faire bien, mais c'est fait sans prétention aucune, hein. Je ne me prétends pas analyste littéraire, etc. Mais c'est le voilà, ce rapport que j'ai, c'est un rapport où j'ai tellement grandi avec le cinéma et ça a façonné la personne que je suis. Je peux pas en fait ne pas me dire qu'il faut que je lui rende exactement ce qu'il m'a donné. Est-ce que le cadre dans une série ou dans un film te conserve en vie?
question difficile, mais ça m'a permis de découvrir la vie que j'avais. Me garder en vie, ça dépend, mais ça m'a permis de découvrir la personne, encore une fois, que j'étais. C'est deux choses qui sont assez différentes, mais quand à un moment donné, ça m'est arrivé, alors, pour te donner un principe, je vais garder le même principe, hein, je vais te parler un peu à cœur ouvert, le même principe que sur mes vidéos. Quand j'ai joué à The Last of Us 2, là on est sur l'univers de jeux vidéo, mais c'est tellement filmique. Enfin, là on Hum, se rend compte que ce hum. média-là peut être de l'art à un moment donné. Oui, Heureusement que ce jeu était là. Heureusement que ce jeu était là pour te dire, tu vois, par rapport à la personne que tu étais, tu pensais certaines choses peut-être un peu négatives sur toi. C'est ce jeu qui t'a fait comprendre qu'il était impensable que tu n'aies pas une fille plus tard. Parce que c'est ce rapport au père, ce rapport entre Joël et Ellie, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué. Et ressentir ces émotions-là, ressentir cette phase-là et me dire que ça me garde pas en vie, mais ça me donne une vision future, ça, putain, heureusement que ça existe. Heureusement que ça existe. Parce que j'étais dans une période où j'étais pas bien du tout, gros burn-out vis-à-vis de YouTube, parce que je travaillais beaucoup trop, on sortait d'un confinement où j'avais vraiment donné, j'avais la tête toujours sur l'écran, et forcément, à un moment donné, tu satures. Et puis, problème extra aussi, qui m'était tombé dessus, ce jeu-là m'a pas gardé en vie, mais il m'a littéralement aidé à voir un après, et il m'a littéralement aidé à me dire, bah, c'est con, mais t'es pas tout seul. Mais c'est très con ce que je dis. Déjà, j'ai l'impression de partir dans un peu de parallèle, mais je sens que par l'univers cinématographique, etc., ouais, à un moment donné, je me sens moins seul que l'ancien moi qui était ado, etc., pouvait se sentir un peu alone in the dark, tu vois, quand, bah ouais, j'ai pas forcément ultra entouré. c'est plus harmonieux que la vie, tout ce que tu vois, les fictions, les documentaires, les films, est-ce que c'est plus harmonieux que la vie? Pas forcément que ta propre vie, que la vie. Bon, bah, si tu regardes Alien ou Starship Troopers, j'aime pas spécialement être à leur place. Je sais pas, mais plus harmonieux. Non, parce que je parle à une époque où c'était des phases entre guillemets un peu d'enfance. Je pense que dans tous les ados, tous les enfants ont eu ces phases-là, à être peut-être à se sentir un petit peu exclu de temps en temps, peut-être à être un petit peu en marge. Je suis ni le premier ni le dernier qui se sentira peut-être un peu en dehors de la boîte, si tu veux. Enfin, moi, quand j'étais gosse, par exemple, je me souviens qu'en sixième, en cinquième, quand je quittais les personnages de Star Wars, je passais pour un alien, tu vois. Et je me disais, bon, bah ouais, moi j'ai grandi avec ça, mon père m'a éduqué avec ça, alors je parlais d'Alien, je parlais de l'amour, de Thing, je parle de John Carpenter, qui est en sixième. John qui ça? Il a fait un feat avec Faf Larage, le mec? Non, bah non, donc oui, forcément, tu vois, un peu c'est compliqué, enfin j'extrapole, mais. Donc comme j'ai grandi vraiment avec ça, bah, je suis parti sur une phase où effectivement, je trouvais beaucoup plus de réconfort dans l'art, parce qu'au moins l'art me permettait de comprendre quelque chose, et j'avais l'impression que l'art me comprenait plus que ce que je vivais en extérieur. Maintenant, plus harmonieux, j'irai pas jusque-là, parce que ça a été une phase, je pense, comme beaucoup de gens finalement, l'enfance, l'adolescence, etc., pour aller ensuite vers, bah, c'est ça qui est bien, hein, vers le lycée, où tu rencontres peut-être des choix plus éclectiques. Après, tu pars en fac. Alors moi, j'ai la chance de faire une fac de ciné, donc forcément, bon bah là, je suis entre amis, hein. Mais non, non, plus harmonieux que la vie en général, non, mais un sacré soutien. Est-ce que quand tu étais gosse, de savoir que tu étais pratiquement le seul à connaître John Carpenter, euh, comme moi quand j'avais 5 6 ans, je savais qui était Kirk Douglas, et à 5 6 ans, Ouais. on n'a pas le droit de savoir qui est Kirk Douglas, faudrait, enfin, je veux dire, c'est autre chose. Mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas eu ce mot un peu bizarre et difficile, qui est un mot difficile dans le dictionnaire dans la langue française, qui est le mot solitude? Est-ce que ça, tu l'as bien vécu à un moment? Parce que tu avais autour de toi des amis fictifs, que les enfants de ton âge, généralement, n'ont pas forcément cette connexion. Ah, mais je suis convaincu que se lancer sur YouTube est une marque évidente de vouloir, de mon côté, c'est parce que j'ai vécu cette solitude extrêmement longtemps, même si j'étais entouré. Alors, je vais te dire, je fais partie de ces personnes, malheureusement, qui peuvent de temps en temps se sentir seules, même accompagnées de 20 ou 30 personnes, hein. Je veux dire, ça peut arriver d'avoir des phases un peu comme ça. C'est l'interview la plus joyeuse que tu as. Putain, on part sur les 10 premières minutes les plus joyeuses de l'histoire. Mais non, oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des phases comme ça. La solitude, je l'ai connue effectivement. C'est pour ça que je m'y réfugié. Et je pense qu'aujourd'hui, de mon point de vue, et peut-être du point de vue de beaucoup d'autres gens qui se sont lancés sur YouTube, bah, c'est pour partager ce que j'ai pas pu partager parce que effectivement tout le monde s'en foutait à l'époque. Donc c'est-à-dire que quand tu passes toute ton enfance, la plupart de ton adolescence, et tu as ce goût d'inachevé à te dire
cinéma t'offre tellement de choses. C'est étonnant quand même que si peu de personnes soient entrées à aller, je sais pas moi, comment dire, aller chercher un petit peu ailleurs. Aller... Alors il y en avait forcément, je ne fais pas une catégorie de tout, évidemment. J'ai rencontré des gens super qui avaient les mêmes goûts et les mêmes fascinations que moi. Mais quand je pouvais sortir le truc technique propre de machin, de style La Mouche par exemple, où je sortais très très tôt, hein, j'ai commencé à sortir la tirade du bain de plasma, la pénétration, c'est le grand plongeon autour du bain de plasma. Tu sors ça en quatrième, c'est sûr, entre un cours d'SVT et un cours de musique, tu te doutes bien qu'a priori, tu n'auras pas beaucoup de gens qui auront la ref. Mais ça me semblait important pour moi. Et donc, du coup, si j'ai créé cette chaîne aujourd'hui, ça a été aussi pour transmettre tout ça, comme ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, ma chaîne, le jour où je l'arrêterai, je veux avoir parlé de tout ce qui m'a fait grandir, de tout ce qui a fait que, entre guillemets, je suis moi, même si c'est une phrase un peu forte, mais en tout cas, c'est à peu près ça l'idée, ouais. Mais la cinéphilie, généralement, elle offre elle offre un monde dans lequel il y a des promesses. Elle te promet quelque chose, elle te promet un monde différent. Est-ce que les promesses ont été tenues te concernant? Je pourrais te dire ça quand je serai parti aux États-Unis. Pour l'instant, je ne peux pas encore te dire. J'ai la grande ambition, moi, je suis. Surtout aujourd'hui, dire ça, c'est compliqué, mais j'aime la belle Amérique. Pas l'Amérique qu'on voit de plus en plus en ce moment. J'aime la belle Amérique. J'aime l'Amérique qui me fait fantasmer des années 50-60. J'aime l'Amérique que mon grand-père me racontait. J'aime l'Amérique que mon grand-père appréciait, que mon père appréciait. J'ai vécu pendant un temps à Los Angeles. Pour la première fois, je me suis sorti à la maison. Je ne sais pas si toi, ça t'a déjà fait ça, mais de voyager quelque part où à un moment donné, tu arrives quelque part et tu te dis, il y a un truc dans l'air, il y a un truc quelque part, et je suis chez moi. Tu vois, il y a un truc, je ressens quelque chose où je me dis, je me demande, je ne sais pas d'ailleurs, Zoltan, si tu avais dit ça dans une interview. Que j'ai regardé récemment, parce que Zoltan avait un rapport très particulier avec l'environnement, etc., la nostalgie. Quand j'avais regardé ça, j'avais trouvé ça vachement intéressant. Les couchers de soleil. Il parlait des couchers de soleil. Entre autres, ouais, et puis son rapport nostalgique de vouloir revivre un moment qu'il a déjà vécu. Enfin, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. C'est ça. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis senti chez moi. Et je me suis senti chez moi, pour répondre à ta question, par tout ce que j'avais appris, mais qui vient du cinéma. C'est-à-dire le cinéma américain, mais parfois très intimiste. Je suis un grand fan du film American Honey, par exemple, qui pour moi est une ode à l'adolescence, au road trip, avec tous les revers que peuvent être aussi la société américaine. J'aime cette Amérique qu'on m'a montrée. Et j'avais besoin d'y aller pour voir si l'Amérique qu'on m'avait dépeinte était celle que j'aimais. Et effectivement, du rêve à la réalité, tu vois toujours une très grande différence, une très grande marge. Mais moi, ça m'a complètement... Et ouais, effectivement, je pense que je pourrais dire que ça... Enfin, pour répondre à ta question, je pense qu'une fois que je serai arrivé là-bas, une fois que j'aurai vu si mon rêve a réussi à être réalité par rapport à tout ce que m'a donné le cinéma, m'a offert le cinéma, en particulier dans cette image un petit peu fantasmée des États-Unis, que j'ai appris à découvrir aussi par l'histoire, parce que c'est le cinéma qui m'a fait aimer l'histoire, et l'histoire m'a fait aimer aussi l'histoire américaine. Là, je pourrais voir. Alors, ça fait un peu... j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop le dire. Tu vois, les États-Unis, le rêve américain, etc. Enfin, c'est tellement compliqué ce qui se passe en ce moment là-bas que ça peut faire un petit peu surfait. Mais moi, j'aime l'Amérique, j'aime l'autre Amérique. J'aime l'Amérique qu'on ne voit pas particulièrement. J'aime l'Amérique plus honnête, l'Amérique un peu plus audacieuse, même dans ses projets filmiques, un peu plus intimistes. C'est pour ça que je regarde beaucoup de cinéma, entre guillemets, d'auteurs américains. Ou j'adore quand certains cinéastes européens viennent travailler aux États-Unis. Parce que alors, ça donne un mélange des genres incroyable. Et ça n'a rien à voir avec la question, mais voilà, c'était important de le noter. Quels sont les films américains qui ont façonné ce questionnement autour de son histoire te concernant? Les 2-3 films qui t'ont le plus regardé, les films américains qui t'ont le plus regardé, voilà. Alors, ce que j'aime, moi, je peux t'en citer un que je cite très très souvent, et même d'autres, mais moi j'aime l'autre phase des États-Unis, qui questionne cette histoire d'une Amérique un peu plus profonde, qui essaie de s'en sortir et qui va mal. Parce que les États-Unis, c'est le rêve américain, les États-Unis, c'est oui, comme je te dis, l'idéal fantasmé, Hollywood, etc., l'American Way of Life, et j'aime les films, moi, qui questionnent autre chose. Alors, je vais t'en citer deux, américains et... pas trop à fait américain, mais tu vas comprendre pourquoi. Les Brasiers de la colère, avec Christian Bale, Zoé Saldana, Casey Affleck, ou Forest Whitaker, Willem Dafoe, par le réalisateur de Hostile, qui est un chef-d'œuvre aussi dans le genre, qui est un film qui m'a mis une des plus grandes claques des peut-être 10 dernières années, parce que c'est ce film-là
où, bizarrement, je suis tombé littéralement amoureux de cette proposition filmique. À l'époque, il doit avoir 7 ou 8 ans maintenant, donc c'est vrai que j'avais pas encore entre guillemets, le bagage, j'avais pas vu autant de films que maintenant, j'avais pas encore commencé mes études de cinéma, y être quand même pour voir des films. Et là, je tombe là-dessus, par un concours de circonstances au cinéma, mais total, parce qu'on savait pas quoi aller regarder avec mon ex, Madame Malcolm de l'époque. C'est une des grandes claques que j'ai eues, parce que c'est une Amérique torturée, qui plonge dans une déchéance absolue avec des personnages, mais que tu sens complètement déphasés de ce rêve américain, complètement en dehors qui, qui, qui ont vécu en plus alors la guerre, hein, de personnages de Casey Affleck qui revient de la guerre en Irak, qui essaie de s'en sortir, parce que c'est une déchéance absolue. Christian Bale, on lui cède pas non plus beaucoup plus de bonheur, hein, parce qu'il y a tout ce projet très psychologique où il va provoquer un accident qui malheureusement va le mener en prison. C'est un truc, mais et ça, c'est une marque de la vraie Amérique. Le traumatisme, alors je peux te parler de beaucoup de films et beaucoup de séries, je suis un fanatique moi des films de guerre, mais le traumatisme post-guerre, on l'a eu énormément hein, dans le cinéma, pas qu'américain, mais même le cinéma français, il y a beaucoup de films qui l'ont fait. Tu questionnes ce trauma post-guerre qui pour moi est un des sujets malheureusement les plus intéressants qui m'a été donné de voir. Tu questionnes la place de quelqu'un qui n'a pas une vie facile aux États-Unis, tu questionnes une situation amoureuse. Moi, ce film-là, je le trouve d'une puissance quand quand tu veux aller au-delà de l'Amérique que tu as l'habitude de voir en règle générale. Là, tu as une Amérique où tout va mal, mais ultra réaliste. Je trouve ça génial. Et le deuxième film, qui est beaucoup plus récent, parce que c'est un qui me vient en tête, c'est The Silent Thing. Alors là, pour le coup, c'est un film de Robin Pront, qui est un réalisateur belge, avec Nikolai Coster-Waldau, qui est alors danois ou finlandais, je l'ai dit toujours, mais je pense que tu connais Jamie Lannister dans Game of Thrones, fait dans un huis clos en extérieur amérindien. T'imagines le mélange des genres. Ça veut dire le réalisateur belge, l'acteur européen aussi, qui va te faire un espèce de truc. Et là, c'est la même chose. Alors, on part plus sur un côté tueur en série, etc., parce qu'on est plus dans le thriller. Mais j'aime la manière dont le cinéma européen va questionner la place d'un homme aux États-Unis qui a tout perdu. Il a perdu sa vie de famille, il a perdu sa fille, etc. Quand tu sens qu'il plonge dans l'alcool, c'est une autre phase de l'Amérique. Une phase de l'Amérique qui est pour moi plus réaliste, malheureusement, et beaucoup plus intéressant que les phases, entre guillemets, qu'on peut voir dans les cinémas blockbusters, même si c'est toujours intéressant, il y a des très bons blockbusters, mais dans le cinéma tel que, comment te dire, l'opinion commune pourrait le juger. Il y a un film comme ça qui a été réalisé dans les années 80 en 84 si je me trompe pas, qui a été réalisé effectivement par un cinéaste qui n'a rien d'américain, sauf peut-être sa cinéphilie, c'est Wim Wenders, c'est le film C'est Paris, Texas. Et c'est vraiment un film extrêmement important et fondamental sur ce rapport au mythe. Parce que les États-Unis ont été construits sur pas mal de choses, dont un certain mythe. Déjà, premièrement, as-tu vu ce film qui peut aussi répondre aux attentes du cinéphile que tu es, que j'écoute depuis 10 minutes me parler de ce rapport au mythe, aux États-Unis, au réel, tout cela. Et deuxième question, à un moment tu me parlais de ce cinéma américain et tu l'as à un moment comme ça daté à partir des années 50, 60 que tu aimes beaucoup. De cette période-là, quels sont les films qui une fois de plus te façonnent, te regardent et qui t'ont aidé un peu à comprendre cette Amérique, Alors, qui n'est peut-être pas la même à non, l'époque et maintenant, voilà. c'est intéressant ça, ouais. Alors, il y a plusieurs phases. Ah, le film de Wim Wenders, je ne l'ai pas vu. Mhm. J'en ai beaucoup entendu parler de ce réalisateur-là, notamment à la fac, mais je n'ai pas encore eu l'occasion, donc du coup je vais le noter. Après, cinéma des années 50-60, ça peut être 40, moi je n'ai pas spécialement la mémoire des dates, mais je sais que ça c'est beaucoup par rapport à mon grand-père, c'était le rapport que pouvait avoir au film de guerre. Tout Mhm. ce qui était film de guerre qui avait en fait qui proposait, je trouve, un Hollywood assez différent de celui qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas celui qui questionnait le plus le cinéma par rapport à celui que je vois maintenant, mais j'aimais beaucoup. Mais alors, par contre, je n'ai pas la mémoire des dates. Alors, ce sera peut-être des films des années 60 ou 50, mais quand je peux te parler, par exemple, Le jour le plus long, Tora Tora Tora, des films comme ça, de ce style filmique-là, c'est des films que j'ai beaucoup appréciés. Alors, après, plus loin, encore dans le temps, ça, c'est par rapport évidemment à mon amour pour le fantastique et la science-fiction. Et quelque part, je trouve que c'est un film qui peut aussi questionner l'Amérique en règle générale, ou jusqu'où l'Amérique est capable d'aller pour, euh, pour engendrer quelque chose de grandiloquent. C'est King Kong de Mhm. Cooper et Armstrong, qui a été
le film, je pense, qui a tout déclenché, même avant Jurassic Park, etc. Parce que alors là, c'est le premier film que mon père m'a fait regarder en VHS, hein, forcément King Kong, même la version colorisée, etc. Et je partage énormément l'avis de Spielberg, qui est quelqu'un que je trouve passionnant à écouter, euh, sur le fait que King Kong, pour moi, a été le sommet de l'art pendant tellement d'années, d'un point de vue cinématographique, sur ce que ça a été capable d'engendrer visuellement, esthétiquement, sur les progrès que ça a été capable de créer, sur l'espèce de phénomène que ça a offert, et qui est plus en rapport avec la question, sur ce côté déjà très américain de vouloir, entre guillemets, récupérer des choses qui ne sont pas à eux pour en faire une huitième merveille du monde. Ce qui a toujours été un petit peu pour moi la face sombre des États-Unis, de la grandiloquence absolue, de plier, comment dire, de être au-dessus du lot, proposer quelque chose que les autres n'ont encore jamais vu, etc. Évidemment, par rapport aux propos, parce que les États-Unis sont un pays excessivement jeune par rapport à 99% des pays qu'on peut avoir dans le monde, le progrès technologique et tout ce qu'ils ont été capables d'apporter, c'était le bon revers de la médaille, hein, c'est-à-dire cette volonté de toujours aller de l'avant, cette volonté d'être les premiers, ce qui peut malheureusement de temps en temps être assez condescendant de leur part, mais une volonté d'enchaîner et une volonté d'être vraiment au-dessus du lot. Ça a apporté évidemment un aspect technologique et ils ont été capables de dominer entre guillemets le paysage audiovisuel en très peu de temps, mais c'est aussi un revers de la médaille, parfois un petit peu arrogant et qui a du mal et qui a du mal à s'arrêter et à qui parfois justement il va y avoir des retours de bâton assez violents. Et je trouve que Kong, qui arrive à New York, c'est le retour de bâton un petit peu imagé de jusqu'où tu vas être capable d'aller et à quel moment cette grandiloquence peut te faire défaut. Quelle est la première image qui t'a le plus marqué? Ça va revenir beaucoup. Alors, tu avais créé, tu l'as dit, la question en or avec ça, parce que j'ai regardé toutes les interviews, tout le monde était vraiment. Enfin, j'ai réfléchi et tout. Ça va être un peu hors sujet, mais c'est la première qui m'est venue très spontanément quand j'ai pensé à ça aussi. Ouais. La première image qui me vient, c'est pas une image d'un film, c'est pas une image d'un tableau, c'est pas une image fixe, une image réelle. La première image que j'ai, c'est une image que je me crée quand mon père me raconte des histoires. La toute première image qui me vient en tête, c'est mon père qui va me lire Jurassic Park, Le Monde Perdu, alors que je suis trop jeune pour lire ces bouquins-là. C'est mon père qui va me raconter tous les films que je t'ai dit, hein, Les Dents de la Mer, Predator, tous les Aliens, etc. Il me les racontait parce que j'étais encore trop jeune pour les voir, donc j'avais 5-6 ans et je ne les regardais que vers 9-10 ans. Et je me créais en fait tout le film, sans savoir à quoi ressemblait un alien, sans savoir à quoi ressemblait telle ou telle chose, même si j'avais vu des images, mon putain de grand kiff. Mais Dieu bénisse les vidéoclubs et les surfaces Leclerc et le support physique. Le grand kiff que j'avais, c'était d'aller. Non, mais c'est ouf, mais vraiment, parce que quand j'étais gamin. Non, mais c'est une belle phrase, je trouve. Que Dieu, ouais. que Dieu bénisse les vidéoclubs et les surfaces Leclerc, je trouve ça extraordinaire. Et les Auchan aussi, on les embrasse, et les Carrefour, bien sûr, on les oublie pas. Mais le grand kiff que j'avais quand j'étais gamin, c'était d'aller dans les zones de DVD, et la seule, entre guillemets, à 5-6 ans, connaissance que je pouvais avoir avec Alien, c'était d'oser retourner la jaquette et dire « Oh là, je vais me faire flipper, là. Oh là, c'est sûr que je vais me faire flipper, là. » J'ai regardé La Mouche, je commence à voir un Jeff Goldblum, oh là ouais, Starship Troopers, ouf, ouais. Et là, du coup, j'ai la créature. Et je m'imagine cette créature dans l'univers que me dicte mon père en me faisant ces histoires. Donc la première image, moi, qui me vient, c'est toutes les images que j'avais en tête au moment où mon père me racontait ces histoires-là. Et toutes ces histoires un peu fantasmées que je me crée. Et quand tu les découvres, finalement, ces images, est-ce qu'il y a une déception? Oh bah non, bon, ça dépend des... Non, ce serait difficile. Non, c'est une rencontre. C'est une rencontre absolue. Alors après, effectivement, ça va rester des films, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un film comme Alien est devenu mainstream ou grand public? Alors, peut-être que je me suis mal fait comprendre. Parce que, en fait, je vais te faire une confidence. Ce que tu racontes, je l'ai vécu aussi quand j'étais gosse, et c'était mon cousin qui me racontait les films d'horreur. Bon, moi, je suis né en 76, je crois que nous ne sommes pas forcément de la même génération, mais on a quand même une cinéphilie intéressante. Moi, les films d'horreur qui passaient sur Canal+, en 84-85, je n'avais pas le droit de les regarder, donc c'était mon cousin qui avait 3 ans de plus que moi qui les regardait, et qui ensuite me les racontait. Donc, quand il me racontait ces films d'horreur, ça pouvait être Massacre à la tronçonneuse, des choses comme ça, je faisais mon film dans ma petite tête. Et quand je les ai vus beaucoup plus tard, la moitié d'entre eux m'ont déçu.
Parce il Ah ne ouais. correspondait pas aux images que je m'étais inventées de par la narration de mon cousin. Donc c'est pour ça que lorsque tu évoques ces images marquantes, bon, ça fait tilt en moi et c'est la première question que je te pose. Est-ce que quand tu as enfin découvert ces films-là qui ont été racontés par ton père et que tu avais déjà mis en scène dans ton esprit, est-ce qu'il y a eu une déception? Bah, j'ai eu la chance que non. J'ai eu la chance que non. Après, une déception quand tout dépend des films, mais j'ai eu la chance peut-être que mon père me raconte des quasi chefs-d'œuvre aujourd'hui, hein. Je veux dire, quand on pense à Alien, The Thing, Jurassic Park, c'est vraiment les gros films, moi, quand j'étais gamin, que je voulais à tout prix entendre. Les Dents de la Mer, alors il y en a eu beaucoup d'autres ensuite. Alors, on est loin du cinéma d'aujourd'hui que je peux regarder actuellement. Mais ça a été des œuvres les films de guerre aussi. C'est-à-dire, il m'a beaucoup parlé du Soldat Ryan, il me parlait pas mal de films comme ça que j'avais pas encore l'occasion, parce que ça a toujours été un truc où je revois l'immense étagère de mon père avec tous ces avions. Il collectionnait les trucs Hachette et Atlas avec tous les avions. Forcément, je passais devant une fois par jour, donc le cinéma de guerre a vite été un cinéma que je questionne. Et quand il me racontait tout ça, j'ai eu la chance ensuite, en les voyant, de me dire, c'est une claque immense parce que là où moi je fantasmais une histoire, il y a eu une réalisation derrière. Il y a eu une musicalité que je n'avais jamais entendue avant. Je veux dire, quand mon père me raconte Jurassic Park, je ne peux pas avoir John Williams dans les oreilles. Mais quand j'entends John Williams qui me sublime ce que je suis en train de regarder, ah là, il y a un truc différent. Putain, donc c'est ça le cinéma, d'accord. Donc ce dont on me parle et tout, c'est ouais, très bien, très bien. Et alors ça, c'est venu vers... ouais, il devait me les raconter à 5-6 ans, j'ai dû voir les films vers 7-8 ans à peu près, parce qu'il y en a qui étaient quand même assez, voilà. Mais les compositions de cadres, les mouvements de caméra, le jeu d'acteur aussi, tomber amoureux de Jeff Goldblum, bon bah ça vient forcément de Jurassic Park, La Mouche, etc. Puis j'en ai vu une plâtrée aussi par rapport à Wes Anderson, notamment, que j'aime beaucoup, où Jeff Goldblum est régulièrement dans les films de Wes Anderson, La vie aquatique, L'île aux chiens, etc. Grand Budapest Hotel. Et donc forcément, bon bah derrière, ça t'emmène vers des tas d'autres trucs. Mais non, j'ai pas été déçu parce que là où mon père m'avait offert l'opportunité de découvrir une histoire, j'ai vu ensuite tout ce qui était l'envers de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire c'est bien, mais il y a aussi la manière dont ça va être mis en scène, qu'il va y avoir la musicalité qui va entourer le film, etc. Et là, ouais, quand tu mets l'ensemble du truc dans le pot, ça donne quelque chose de fou. Ah, c'est sûr que si mon père m'avait raconté les Tuches 2 quand j'étais gamin, voire éventuellement à la 2, peut-être que j'aurais été déçu. Peut-être qu'il m'aurait fantasmé un truc où je me dis, oui, oui, certes, mais si Dieu m'en garde, ça va, c'était des films vachement cool. Donc, Les passeurs sont donc des membres de ta famille depuis que, enfin, si j'ai bien compris, ça peut être aussi des passeurs qui te racontent des histoires d'un passé qu'ils ont vécu, j'imagine. Je pense à ton grand-père par exemple. Mais tu parles beaucoup de ton papa et ta maman à un moment tu l'as évoqué, mhm. qui a un lien avec le cinéma français. Si ça ne te dérange pas, parlons un peu de ta maman qui est aussi une passeuse. Et quel genre donc de film français elle t'a transmis, elle t'a fait regarder. Et aujourd'hui, est-ce que tu as cette même curiosité que tu peux avoir avec le cinéma que t'a transmis ton papa? J'ai mis beaucoup de temps. Ça, c'est le gros défaut que j'ai, hein. J'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser au cinéma français. Et finalement, quand tu sais où chercher, ouais, là pour le coup, j'ai découvert des auteurs qui me fascinent énormément. Ma mère a toujours été beaucoup plus intimiste que mon père. Beaucoup plus axé sur le cinéma de réflexion, beaucoup plus axé sur un cinéma ouais, d'auteur et, par concours de circonstances, sur le cinéma français. Je sais que sans ma mère, j'aurais jamais pu rencontrer, par exemple, alors j'aurais pu forcément parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus simple, mais je me serais moins intéressé avec entre guillemets pertinence à ce que peut faire Guillaume Canet, à ce que peut faire Michel Hazanavicius, Gaspard Noé. Et ce qui est ça qui est intéressant, c'est que je lui ai transmis aussi quelques auteurs. Notamment celui qui a fait le Dain, Quentin Dupieux, par exemple, qu'elle a appris à regarder certains films par rapport aux critiques que j'avais pu en faire. Donc il y a un échange qui est très intéressant, parce que là où pour le coup, tu vois, mon père m'a fait découvrir énormément de choses, mais je lui en fais découvrir beaucoup moins parce qu'il a un bagage immense. Et lui, c'est plus musicalement où je peux lui transmettre certaines choses, notamment sur du hip-hop, de la soul, etc. Ma mère, on a un partage continu. C'est-à-dire que elle, là où moi, elle m'offre du cinéma français et où j'ai eu une passation avec ça, où maintenant je m'intéresse beaucoup
à tous ces films-là. Je veux dire, par exemple, l'un de mes comédiens, pareil, mais bon, comment dire, je le revendique totalement. L'un de mes comédiens français favoris, il y en a deux, c'est Belmondo et Dujardin. Et je vois beaucoup de Dujardin en Belmondo et vice-versa. Ma mère m'a énormément appris sur le cinéma de Belmondo, par exemple. Même si j'ai pas vu toute sa filmo, c'est elle qui m'a fait comprendre que si j'avais vécu à cette époque, Belmondo aurait sûrement été un de mes comédiens de prédilection. Parce que sans elle, j'aurais pas eu cette passation d'aller peut-être chercher ce style filmique. Dujardin, c'est elle qui m'a dit ouais, OSS 117, c'est bien, mais est-ce que tu as vu Contre-enquête? Est-ce que tu as vu Les Petits Mouchoirs? Est-ce que tu as vu le film avec Dupontel, aide-moi, où il incarne un cancer? Le bruit des glaçons, quelque chose Le comme bruit ça? des glaçons, voilà, c'est ça, ouais, exactement. Bon, De bah, ça, Bertrand Blier. De Bertrand Blier. ouais. Ça, c'est typiquement ma mère. Le cinéma de Bertrand Blier aussi, c'est typiquement ma mère, ça qui me l'a apporté. Parce qu'à un moment donné, elle m'a fait prendre conscience qu'il y avait, entre guillemets, autre chose à aller chercher. Ouais, OSS 117, c'est bien, oui, t'aimes Jean Dujardin, tu vois Jean Dujardin, sa carrière aux États-Unis, etc. Mais c'est une passation. Et elle, quand elle me donne ça, moi, je lui rends justement des choses un peu plus, entre guillemets, éclectiques qu'elle n'irait pas forcément chercher. Ma mère est une fan inconditionnelle maintenant de Jeffrey Dean Morgan. Alors c'est même son crush absolu maintenant, clairement. Hein. Mais Jeffrey Dean Morgan, elle a regardé, enfin, ma mère n'aurait jamais regardé Watchmen s'il n'y avait pas eu Jeffrey Dean Morgan et si elle n'avait pas, justement, si elle n'était pas tombée amoureuse de son jeu d'acteur. Parce que, bon, bah voilà, Walking Dead, parce que certaines critiques que je peux faire, parce que c'est un comédien que j'aime beaucoup, et il y a cette passation-là. Et je trouve ça vachement intéressant. Parce que si on m'avait dit aujourd'hui que ma mère regarderait Watchmen ou Walking Dead il y a 7 ou 8 ans, je t'aurais dit, ouais, non. A priori, non. Je pense pas que ça l'intéresse. Et maintenant, elle s'intéresse à beaucoup de choses. Il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est quand ma mère m'envoie des messages en me disant ah, j'ai regardé ta critique, ça me donne envie de voir le film. Parce que c'est des films qui n'ont souvent absolument rien à voir avec, entre guillemets, le moule qu'elle peut aller regarder habituellement. Et pourtant, bah, je me dis, tu vois, c'est con, mais à chaque Noël, j'essaie à chaque fois de trouver une méga compile de 5 ou 6 films qui sont sortis dans l'année. Et puis, comme ça, je vais lui dire, bah, tiens, tu as eu envie de le voir, et bah, regarde, les 5 ou 6 coups de cœur que tu as eu sur des films que tu avais envie de voir cette année, je vais essayer de te les filer pour que tu puisses les voir. Bon, des fois, ça arrive que ce soit des films qui ne soient pas sortis ou qui n'ont pas été release en Blu-ray et DVD. Ça fait chier, ça, putain. Mais bon, c'est pas grave. Et, et voilà. Il y a vraiment un très très bon échange. Alors, là, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais te poser une question. Si tu ne veux pas y répondre, je comprends parfaitement. Et ce que je suis en train de te dire là, ce ne sera pas dans le montage. C'est-à-dire que maintenant, je vais refermer la parenthèse. Je pose la question. Si tu me dis non, je préfère ne pas y répondre, on passera tout de suite à autre chose. D'accord? La question est très simple. Le jour où celle et celui qui t'a passé, qui t'a transmis les cinémas, l'amour du cinéma ne seront plus de ce monde, comment tu aborderas le cinéma? Il y a le 50-50 ou le coup de filet. Je peux appeler un ami? Non. J'ai fait ma vidéo Jurassic Park pour dire à mes parents que je les aime. Parce que je suis quelqu'un qui le dit très 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 rarement. Parce que je n'ai pas du tout cette... je suis pas très tactile, je ne suis pas très porté sur les mots, mais je voulais au moins leur donner ça. Donc s'il y a un jour, il y en a un qui s'en va, je redoublerai d'efforts pour que chaque vidéo que je fasse soit des vidéos où à un moment donné, je peux transmettre ce que m'ont transmis, tout simplement. Je pense que la vidéo sur Jurassic Park, c'était dire à mes parents que bah, sans eux, effectivement, je serais rien, et c'est le cas. Si un jour il y en a un qui vient à partir, une des premières choses que je ferai, effectivement, peut-être pour la tristesse que ça pourrait être, etc., ce sera de me réfugier dans le boulot. Le boulot, pour moi, actuellement, c'est YouTube, et du coup, peut-être essayer de discuter certains films qu'ils ont toujours voulu que je discute, par exemple. Parce que pour moi, ce sera un bel hommage à leur faire. Et puis, bah, forcément, d'un point de vue purement personnel, certains films auront une tournure bien différente. Je pourrais plus jamais regarder un film que je suis allé voir avec mon père, par exemple, de la même manière. Alors, on reste dans des trucs. Je pourrais en citer des plus intimistes, etc. Mais moi, j'aime bien parler avec le cœur. Donc, du coup, je parle avec le cœur, même si c'est pas forcément des films, qui bousculeront l'élite, si j'ose dire. Mais j'ai emmené, pour l'une des premières fois où j'ai emmené ma mère au cinéma,
c'était sur Jurassic World, parce qu'elle savait l'amour que j'avais pour cette saga. J'ai emmené ma mère, mais j'ai aussi emmené ma sœur, ma nièce et son mec. Ça a été un moment familial, et je me suis dit, les voir émerveillés sur un film qui, moi, m'a ramené en enfance il y a 20 ans, ça n'a pas de prix, ce truc-là. Tu es en train de vivre un truc qui n'a pas de prix, parce que tu es en train de donner quelque chose que toi, tu as vécu, et tu sens que ça prend. Et tu sens que ta sœur qui va au cinéma une fois tous les 3 ans, mais elle est waouh. Alors bon, bah, ça reste Jurassic World, mais elle est waouh, l'effet waouh du cinéma. Et ça l'a questionné ensuite sur d'autres films qu'elle a eu envie de voir. Bah, c'est sûr que maintenant, quand je regarderai Jurassic World, je me dirais, putain, première chose à laquelle je pensais, si jamais il y en a un jour, il y en a un qui s'en va, ce sera, tu te souviens quand il était allé avec eux, c'était bien quand même. Et là, on revient à un truc intéressant qui est l'aspect nostalgique, où il m'a fallu des années pour ne plus voir derrière moi, parce que je suis quelqu'un qui voit systématiquement derrière lui, parce que j'ai peur, j'ai une phobie maladive du temps, et de se faire dévorer vivant. Dieu m'en garde, a priori, j'ai plus de chances de mourir de vieillesse que de me faire bouffer par un anaconda, heureusement. Mais moi qui ai une grande peur du temps, j'ai toujours focus sur derrière, et ça fait que depuis très récemment que j'essaie de moins regarder nostalgie. Mais là, forcément, quand tu questionnes le cinéma, quand tu questionnes ce que les gens t'ont apporté, machin, oui, il y a forcément un truc où tu te dis, bon, tu vas regarder derrière. Et le but sera de regarder derrière en te disant que tu as rendu le plus possible avant qu'il s'en aille. Filmiquement, je te parle juste d'un point de vue cinéma, etc. Oui, 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 Par oui, bien rapport sûr. à cette passation-là, j'espère que bah, entre guillemets, je les aurais rendus fiers de ce que j'ai fait, quoi. Parce que c'est grâce à eux que je fais ça. Je pourrais même pas te poser la question de savoir quelle est la genèse de la création de ta chaîne YouTube. C'est un besoin insatiable de transmettre. J'ai rarement vu quelqu'un je veux dire, tu transmets comme si ta vie en dépendait. C'est assez impressionnant de t'entendre parler de cela. Par contre, Oui, quand tu transmets, c'est pas comme pour reprendre enfin, une phrase de Serge Danet qui était une espèce de, enfin, il envoyait comme ça une petite balle de tennis et puis il fallait répondre. Mais toi, c'est plutôt des roquettes quand tu les envoies parce que t'as un débit extraordinaire. On sent la passion qui est en toi. C'est vraiment, c'est très très impressionnant de voir ça. Mais d'ailleurs, quand tu crées cette chaîne YouTube, est-ce que tu sais d'emblée où tu veux orienter cette chaîne, ou est-ce que tu alors pas du tout, pas du tout, du tout. Alors ma chaîne à la base, alors ça me fait plaisir ce que tu me dis, et même blague à part, je pensais pas du tout par rapport à comment dire, par rapport à certaines vidéos que j'ai pu faire, etc. Malheureusement, on en revient à la question que tu poses, hein, mais il y a des catalogues qui sont faits sur YouTube où bon bah t'as vite le catalogue Walking Dead parce que tu parles de Walking Dead, et toutes les vidéos en fait que tu vas faire qui sont un peu plus travaillées bah, seront moins vues parce que c'est des films. Alors oui, quand tu parles de The Crow, etc. Tu vois, c'est des trucs un peu plus de niche. Et t'es vite catalogué. Je pensais pas du tout, et ça me fait plaisir, hein, mais que entre guillemets, que tu me ferais ces compliments-là, parce que je pensais pas forcément être je pensais pas que tu serais le public des choses que je peux faire, par exemple. Je pensais pas que ce que je ferais pourrait t'intéresser. eh Donc, ben, détrompe-toi. Ben. On peut aimer Happy Chat Poo ou Versata Cool et être extrêmement fou de joie devant Ferris Bueller, par exemple. Voilà. ah, mais c'était plus dans la manière dont je vais le mettre en place, parce que c'est aussi la qualité d'un défaut. Quand tu parles de transmettre, j'ai encore énormément de travail à faire sur le degré analytique, par exemple, tu vois, sur la technique, sur être un peu Ah, plus analyste. C'est plus sur la forme. Maintenant, quand j'ai démarré ma chaîne, c'était une vidéo tous les 2-3 mois. Je parlais vraiment des films, moi, qui me plaisaient. Après, il y a Walking Dead qui est arrivé. Je l'ai capitalisé dessus parce que j'ai vu que ça plaisait bien. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais c'est pas trop. Enfin, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Et c'est pas en parlant de 175 personnages. J'aimais bien Walking Dead. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pas en parlant de 175 personnages que tu vas, comment dire, laisser, entre guillemets, la trace de tout ce qui t'a fait vivre. Parce que tu disais, par exemple, que de cette volonté de transmettre comme si ta vie en dépendait. En même temps, le cinéma, les séries, la musique, c'est ma vie, quoi. Je peux pas passer une journée sans pas voir un épisode, un film, réécouter des morceaux. Je les écoute comme si c'était la première et la dernière fois. Mais ça, c'est vrai. Et tous ceux qui me connaissent dans le privé le savent. Je veux dire, je saoule suffisamment de personnes en ce moment avec Jaden Smith pour qu'ils te disent qu'ils ont envie de me flinguer. C'est sûr, parce que je pars dans des espèces d'envolées lyriques à chaque fois que je peux prononcer le nom d'un mec. Bon, peut-être que ça. Et c'est le revers du truc, c'est-à-dire que
faut pas que la passion prenne trop de place, parce qu'il y a peut-être potentiellement des gens qui se disent ah ouais, lui il est passionné, bon, super intéressant ce qu'il dit, mais ça se sent qu'il aime ça. Et c'est le travail que je fais maintenant, c'est-à-dire ouais, mais il faut aussi que je te montre que et je pense que sur certaines vidéos qui sont sorties avec les miniatures en noir et blanc cette année, j'ai réussi à trouver un juste milieu sympa, bah de te dire que bon, je sais aussi questionner le ciné, quoi. Quand je parle du romantisme littéraire dans la bouche, j'espère que c'est un truc intéressant, que C'est c'est quelque chose gothique, ouais. qui est pas, voilà, ouais, c'est quelque chose qui est pas beaucoup vu. Enfin, j'essaie d'aller dans des trucs, voilà. Et mais j'ai encore tellement à apprendre, tellement de choses à apprendre, j'ai encore tellement de choses à voir que j'ai pas vu. J'ai énormément de lacunes, comme tout le monde. Personne ne peut voir tous les films qui sont sortis. Je rattrape seulement là à 27 ans le cinéma coréen, hongkongais, nippon, etc. Moins nippon parce que c'est un peu moins ma cam, mais ça m'a pris 27 ans pour découvrir ça. Donc, donc voilà. Mais quand je Mais, lance ma chaîne, pardon, je t'interromps, je suis désolé. Est-ce que tu es conscient que malheureusement tu pourras pas tout voir? Est-ce que ah oui, bien tu sûr. y as pensé et comment tu ressens Ah ouais. cette horrible, c'est horrible, mais tu pourras pas tout voir. Non, ouais, c'est oui, oui, mais Comme moi, je ne pourrais pas tout voir non plus, je veux dire, mais ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça que j'essaie de sélectionner des choses. Je vais te dire, pour aller vraiment au fond du truc, j'ai participé quand j'étais en terminale à un festival qui s'appelle Festival Ciné Sud, qui avait lieu à Méché, qui était un festival du film africain, court métrage et long métrage africain. je connais très bien. Et j'ai fait ça une ou deux années, je me souviens plus, et j'ai découvert des tas de trucs. Il y a des tas. Et j'étais même étonné d'avoir certaines phases du cinéma africain qui tentent de produire du blockbuster, des films de SF, de machin, de tu te dis, waouh, mais en fait, il y a une réelle volonté là-dedans. Et après, c'est passé, j'ai fait ce festival-là, malheureusement, après, c'est passé un petit peu dans l'oubli parce que j'ai pas eu le temps, alors que tu vois, c'est toujours un truc que je rêverais de redécouvrir. Je fais une dédicace à Mathieu Blom, d'ailleurs, qui a normalement prévu une vidéo sur l'histoire du cinéma kényan, nigérian, je me souviens plus Hmm. exactement, mais alors il a fait déjà, il y a l'histoire du cinéma Nollywood. laiton qui est sorti. Ouais, Nollywood. Hmm. il y a l'histoire du cinéma laiton qui est sorti, il y a l'histoire du cinéma afghan qui est sorti sur sa chaîne, et là, l'un des prochains, je crois, ce sera, alors, il me semble qu'il y a vietnamien, et puis ensuite il y a un pays africain, kényan ou nigérian, je me souviens plus. Et Peut-être le j'ai hâte d'aller Nigeria. voir ça. J'ai hâte d'aller voir ça, parce que je me dis, putain, ça va être génial. Je te promets qu'on revient sur cette question que je te posais sur la création de la chaîne YouTube, mais je vais te poser une question, mais que je ne pose pratiquement jamais parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est pas, on n'est pas dans le cinéma à ce moment-là, mais là, je suis obligé de te la poser. Est-ce que, parce que tu passes beaucoup de choses, est-ce que tu arrives aussi, toi, à trouver des passeurs parmi tes confrères et consoeurs sur YouTube? Ah oui, 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 oui. Ah bah, alors, je t'en cite trois au hasard total, mais parce que bon, bah, eux sont responsables d'énormément de choses que j'ai regardées depuis. Az l'épouvantail, Laura Féjoc, Demoiselle d'horreur. Alors, Ah oui. eux, je les suis très régulièrement, mais le cinéma d'horreur est un cinéma qui ne m'a jamais vraiment intéressé depuis que je les connais. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire, Oui, oui, j'ai sauf compris. depuis que je les connais. Sauf depuis que tu les connais, Depuis, c'est à partir de. Ouais. voilà. Depuis que j'ai regardé leurs vidéos, depuis que j'ai vu Az l'épouvantail me faire une vidéo sur les films d'araignées, parce que j'adore ça. Alors ça fait partie de mes plaisirs coupables, mais les séries B, les séries Z, les films d'animaux tueurs, les Asylum, j'adore ça. C'est un plaisir. Mais j'en parlerai un jour, je pense, parce qu'il y a tellement de mauvaise richesse, enfin de richesse, mais dans le nanar, qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il y a une différence entre nanar et Asylum. L'Asylum, pour moi, c'est pas des nanars. Les nanars ne sont pas conscients de ça. Mais dans les films Asylum, il y a tellement de choses, même dans les films d'animaux tueurs. Et quand je vois Az l'épouvantail me faire une vidéo sur les films d'araignées, je me dis merde. Mais il y a donc des gens qui ont regardé ça aussi sur MT1 à 22h30, en fait, les High Spiders et les Spiders 3D, génial. Et donc, du coup, je regarde ça, puis je regarde des tas d'autres vidéos, puis je me dis, bah, en fait, il faut que je m'y mette. S'ils m'en parlent de manière aussi intéressante, c'est que ça doit être vachement intéressant. Car après, tu as Demoiselle d'horreur qui me fait revoir ensuite Mmh. certains par rapport aux personnages féminins. Ouais. Laura Féjor qui me fait découvrir des tas de films. Qui je pourrais citer d'autres. Mathieu Blom, je trouve que il a un cerveau, lui, que j'aimerais bien avoir, clairement, dans la manière dont il est capable de prendre le cinéma avec émotion, mais en même temps d'aller dans des trucs. C'est le seul aujourd'hui qui est capable de te faire un exposé sur Soral, Dieudo, Bernard-Henri Lévy, que ce soit en plus pertinent et que ça questionne le cinéma, où tu te dis, merde, d'accord,
très bien. Ça, c'est couillu. Et ouais, là, pour moi, c'est vraiment très, très, très enrichissant. Zoltan, David aussi, quand David Filmtalker fait ses sujets, ces gros sujets de limite documentarisés, de plus de 40 minutes, où là, il a fait Joe Dante récemment, bah ouais, évidemment que j'apprends des tas de trucs. Et Joe Dante est un réalisateur que j'aime beaucoup, mais j'apprends quand même beaucoup de choses. Quand il me fait Sergio Leone, je connais bien parce que mon père est un fan absolu de Sergio Leone. Le cinéma de Clint Eastwood est un de mes cinémas préférés parce que mon père, on en revient toujours là. Hein. Mais oui, j'apprends des tas de choses. Donc là, ouais, j'ai une passation et c'est vachement intéressant. C'est pour ça que, contrairement à ce que je pensais il y a encore un an, j'ai découvert énormément de vidéastes cette année et je suis convaincu que aujourd'hui, YouTube, le YouTube cinéma, comme on l'appelle, il est très 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 bon. Parce qu'il y en a pour tous les goûts et t'as une flopée de gars qui savent vraiment bien de quoi ils parlent. Et c'est ultra enrichissant. Et il y a toi. Et il y a toi avec. Alors, d'où vient Val. Ouais, quand même. Ne déconne pas non plus. Je veux dire, si, c'est très intéressant. En tout cas, tes vidéos sont très très intéressantes. Je tiens à te le dire. Je te le dis de manière subjective. Valvou Artwork, ça vient d'où? Alors, ça vient des États-Unis. C'est très drôle. Ça vient des États-Unis. J'ai créé alors à la base, j'ai créé ma chaîne parce que j'avais réalisé un court métrage aux États-Unis. Inspiré d'une chanson de Fort Minor qui s'appelle Right Now. Partant de là, il fallait que je donne un nom à ma chaîne et je l'ai appelé Valou Artworks. Parce que j'ai eu l'occasion. Alors, Artworks, parce qu'à la base, je faisais des photos. Hein, j'étais photographe pour le Sofitel de Los Angeles. Je prenais des photos du groupe de jazz de Ryan Cross, qui est un musicien extraordinaire. Par un concours de circonstances, je rencontre Jeff Goldblum au Rockwell. Je le rencontre parce que je me paye la place pour aller le voir à son piano de jazz, parce que Jeff Goldblum. Et moi, comme ça, mais littéralement, c'est-à-dire mon être tremble, je vois Jeff Goldblum qui passe. S'il te plaît, Jeff, tu peux faire une photo pour un jeune Français, mais vraiment en mode, il fallait dans ma tête que je sois le plus genre cool possible, mais quand tu es face à un de tes demi-dieux, tu te dis, forcément, tu reviens comme ça, quoi. Et du coup, je prends une photo et je donne mon nom. Et comme là-bas, c'est plus Valentine ou Valentine, moi, j'ai dit Valentin. Et Jeff Goldblum me répond Valwho. Voilà, c'est QFD. Non, c'est bien. C'est très très bien. Ouais, l'une des rares phrases que j'ai pu prononcer à Jeff Goldblum, parce que du coup, par rapport à Ryan Cross, j'allais régulièrement au Sofitel. Et j'ai refait une fois, je crois, avec le Rockwell où je voyais Jeff Goldblum. Alors c'était très cordial, hein, parce que je prenais de temps en temps des photos de Ryan Cross avec lui, parce qu'il était mon pote quand ils étaient en photo de groupe, parce que bon, j'avais mon appareil. Mais j'ai eu l'occasion de discuter peut-être 6 ou 7 mots avec lui, et c'était quand même remarquable. Et à partir de là, voilà, c'est juste venu de ça, où dans la précipitation, je dis mon nom en français, il comprend pas, bim, Valou, bien sûr. J'imagine que tu es extrêmement, je vais pas dire que tu es extrêmement fier de ta chaîne, mais j'imagine que tu dois constamment douter au fur et à mesure que tu publies des vidéos, donc je ne pense pas que tu sois profondément satisfait de ce que tu fais. Est-ce que je me trompe? Mais profondément, c'est-à-dire que tu en sois fier. Je pense que parce que tu transmets beaucoup, tu dois énormément douter et peut-être que tu n'es pas pleinement satisfait de ce que tu fais. Est-ce que c'est le cas ou non? Ça dépend où. C'est-à-dire que je me mets à la place de quelqu'un lambda qui ne me connaît pas par moment. Et je me dis, sur ta chaîne, il y a 175 thématiques. Alors, c'est du ciné et des séries, hein, mais il y a 175 thématiques différentes. Quelqu'un qui va tomber sur tes vidéos pour une review Walking Dead, quelqu'un qui va tomber sur une de tes vidéos pour une critique de film, entre guillemets, à chaud, même si j'essaie de mettre un peu de forme, même si je les divise, structurer, etc., là, non, je suis pas particulièrement... Voilà, je le fais parce que je trouve ça important, moi, sur une chaîne YouTube aussi, de donner aux gens ce que les gens viennent voir, parce qu'il y a quand même une communauté de plus de 100 000 personnes, c'est important. Il y a des gens qui me suivent et qui aiment mon avis sur certaines choses. Walking Dead, j'ai commencé grâce à ça, je vais pas m'arrêter à une saison de terme.
Et puis, il y a toujours des films que j'ai envie de questionner, évidemment, qui sortent dans l'actualité, même si maintenant, c'est un peu plus des films intimistes. Là, j'ai fait le documentaire sur Tony Parker, par exemple. Tu vois, parce Ouais, que ouais, bon, j'ai vu fan de ça. basket. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. C'est sûr que là, je me mets à la place du mec lambda. Bon, ok, c'est pas trop mal fait. Je discute, hein, je parle assez rapidement, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas ce truc. C'est pas du tout là où je suis satisfait, loin de là. Quand je fais mes Valou TV, où je me centre sur un personnage de série, de fiction, etc., où je l'analyse en profondeur, ou alors maintenant, depuis le début de l'année 2020, où je fais mes interludes en noir et blanc, même si c'est largement perfectible, et ce le sera toujours, notamment sur la forme, j'ai toujours pas, je pense que sur le fond, ce que je fais est plus ou moins ce que je peux faire, mais sur la forme, il y a toujours un truc où je me dis, et si tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Alors, et ça, j'en suis content. Fier, non. Satisfait, oui. Je sais pas si la balance est intéressante, hein, mais il y a certaines vidéos où je pourrais te dire, ouais, là, je suis fier de ce que j'ai transmis. Mais il y a beaucoup de vidéos où je suis satisfait de ce que j'ai fait. Maintenant, fier, moins, et douter, oui, largement. Parce que je pense que, en fait, je doute même pas, j'en suis conscient. Je suis conscient que j'ai plusieurs portes sur ma chaîne et que toutes les portes ne plairont pas à tout le monde. Et que certaines portes vont peut-être pas donner envie aux gens de m'intéresser à des choses qui sont beaucoup plus intimistes et qui sont beaucoup plus travaillées. Parce que forcément, bah, quand tu vois sur une chaîne Walking Dead, Walking Dead, Walking Dead, t'as peut-être pas envie, si t'en as rien à foutre de la série, d'aller « Ah, tiens, la mouche !» Ah, Arakatak, tiens, c'est marrant, je vais aller regarder. Déjà, il faut le connaître, Arakatak, pour vouloir aller regarder. Donc ça, j'en suis Oui. conscient. Donc douter, non, pas forcément. Mais, mais conscient des forces et faiblesses de la chaîne, oui, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire s'il n'y avait plus YouTube? Tu ferais quoi? Je ferai ce que j'espère faire dans 3 ans. Enfin, dans 3 ans, parce que pourquoi 3 ans? Je me fixe pour mes 30 ans, comme je t'ai dit, hein, d'aller aux États-Unis. Pendant longtemps, j'ai fantasmé l'idée d'être comédien et j'ai complètement merdé mon audition au Conservatoire de Lille. Donc j'ai laissé tomber l'idée parce que je pense que de toute façon c'était pas pour moi. Beaucoup de gens m'ont dit que j'avais la tchatche, que j'avais du bagou. J'ai essayé d'entrer dans des radios. Je me suis dit pourquoi pas de la télé. Et aujourd'hui, je peux te le dire, c'est pas du tout, je pense, la télévision, un monde qui va me plaire. Parce que sur la télévision, à part sur la 14e chaîne du câble, à aucun moment de ta vie, tu es toi-même. Et je suis beaucoup trop moi-même pour pouvoir ne serait-ce que durer 3 jours de suite en télé. Sous prétexte que de toute façon, je ne suis pas du tout convaincu d'avoir ce qu'il faut pour. Ça, c'est sûr. Ça ne s'apprend pas, ce métier-là, hein, d'être chroniqueur ou animateur, etc. C'est pas quelque chose qui s'apprend, tu le travailles. Enfin, c'est pas quelque chose qui est Oui, inné. Tu l'apprends et tu le l'apprends. travailles. Donc, je n'ai pas du tout cette conviction-là. Et c'est pas parce que je tiens 1 heure en live sur YouTube que j'ai cette prétention-là. Mais, mais pendant longtemps, j'ai fantasmé ce monde-là. Et je peux te dire un truc. Si un jour YouTube et Twitch, ça se termine, et un jour YouTube et Twitch, ça se terminera, tout ce que j'espère, c'est avoir mon appart, un boulot, dans un cinéma, dans un magasin de sport, un abonnement pour les Lakers, et vivre là où j'ai envie d'être. J'aspire à rien de plus. J'aurais transmis tout ce que j'ai à transmettre. J'aurais donné toutes les choses qui m'ont fait grandir. Je reviendrai de temps en temps sur YouTube pour parler d'une ou deux vidéos parce que si quelque chose me plaît, celle-là, il faut que je leur donne. Mais je veux juste une vie simple. Parce que quand tu es sur YouTube, tu as la vie la moins simple qui existe. Et c'est important de garder cette simplicité parce que tu as vite fait d'être toujours sur live, YouTube, vidéo, bam, 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 ciné, tac, 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 série, tac, tu regardes des séries rapidement pour en parler rapidement, tu analyses, tu décortiques, mais tu vis moins. Et j'aspire juste à vivre. Et je m'en suis rendu compte alors que je cherchais l'inverse, c'est-à-dire j'ai toujours eu l'envie peut-être d'avoir une entre guillemets aspiration notoriété par rapport à la... Et ça m'a complètement, tu vois, c'est un truc qui au fur et à mesure m'a complètement laissé de côté, quoi. Parce que ça m'intéresse plus. Parce que j'ai un abonnement pour les Lakers, une planche de surf pour Venice Beach, un petit appart, une voiture et un travail. Où je serais aussi peut-être travail dans le jeu vidéo, dans un magasin de jeux, dans un cinéma, dans un magasin de fringues, dans un magasin de sport. Là aussi, je pourrais transmettre des trucs, mais simplement. Et ce sera tellement la récompense en fait ouais, de me dire bon bah voilà, tu t'es donné, tu as fait des trucs, tu as accepté de pas forcément
de mettre ta vie de côté pour pouvoir vivre ce rêve-là. Vis ton rêve à fond, mais vis une rêve simple. En fait, vis la deuxième Amérique que tu kiffes, pas celle qui te gonfle un peu. Merci.